On sait que c'est presque à partir de 3 ans qu'en fait la construction genrée de la personne s'accélère chez l'enfant. Donc c'est pour moi très important déjà que les professionnels de la petite enfance soient formés à la déconstruction des identités de genre pour comprendre comment ne pas reproduire des rôles genrés, stéréotypés. Donc ça passe par cette formation des professionnels, ça passe aussi par tout un travail autour des jouets, des jeux, parce qu'on sait pertinemment que les jouets et les jeux que les parents vont offrir aux enfants vont conditionner dans des identités de genre et vont aussi conditionner dans des rapports particuliers vis-à-vis de la violence. Si dès le plus jeune âge, vous habituez les petits garçons à des jeux de guerre, vous rendez légitime pour eux, par exemple, la pratique d'une violence et d'une domination. Donc c'est important de faire un travail vers les acteurs de la petite enfance, renforcer les espaces d'aide à la coparentalité pour qu'il y ait des échanges entre parents et professionnels justement sur le rapport aux jouets et sur le rapport au rôle. Et ça doit continuer ensuite au niveau de la maternelle, de la primaire et du secondaire. Moi, je suis psychologue de l'éducation nationale de métier et je me souviendrai à vie dans ma formation d'un cours qu'on nous avait fait qui montrait en fait que, y compris dans la façon de noter, la notation n'est absolument pas une science exacte. Et dans une classe, comme ça, ils avaient montré que si on anonymisait les copies, les enseignants inconsciemment ne mettaient pas les mêmes notes et les mêmes commentaires à des copies de garçons qu'à des copies de filles. Et qu'on était beaucoup plus amené à trouver que la fille avait été travailleuse, consciencieuse, appliquée, et que le garçon était brillant. Et ça en dit tout sur ce regard où l'enseignant lui-même n'est pas en dehors de ces reproductions de construction de genre. Donc il faut faire travailler tout le monde pour que chacun arrive à se distancier pour ne pas être un véhicule de reproduction de ces identités de genre. Donc oui, c'est un chantier extrêmement important. Bon, il y a énormément à faire. Bon, déjà, nous, on reprend le travail des associations féministes, du mouvement féministe qui exige 1 milliard contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce 1 milliard contre les violences faites aux femmes? Il y a plusieurs mesures. Il y a des mesures qui sont de l'ordre, par exemple, de la formation, encore une fois, dans tous les commissariats, au niveau de la police et au niveau de la justice. Il n'est pas acceptable que les femmes subissent la deuxième peine, c'est-à-dire quand elles arrivent au commissariat, on n'accepte pas de prendre leur plainte ou alors on prend très mal leur plainte. Vous savez, si vous êtes fait voler votre téléphone à une terrasse de café, on ne va pas vous engueuler au commissariat pour vous dire « dis donc, vous n'allez pas un peu chercher quand même, franchement, vous avez volé votre sac à main, mais vous le mettiez de manière ostentatoire ». Non, on va tout de suite prendre votre plainte. Quand une femme est victime de violence, on va bien souvent lui poser des questions qui n'ont strictement pas lieu d'être. Comment vous étiez habillé? Était-ce normal d'être là, à cet endroit-là, à cette heure-là? Enfin, c'est votre mari, vous le connaissez bien. Enfin, donc, il y a toute une formation qui est essentielle pour que les plaintes soient bien prises. Ça veut dire aussi qu'il y a toute une formation qui est essentielle au niveau de la justice, parce que vous le savez très bien, très peu de plaintes, 2% des plaintes vont amener à une condamnation des agresseurs. Donc, c'est totalement inacceptable. Sur les commissariats, il faut aussi que les femmes puissent avoir accès et afficher à tous les commissariats un numéro où si ça se passe mal, la prise de plainte, elles puissent en référer. Car c'est un service public, la police, qui est à notre service, pas au service des hommes et de la domination patriarcale. Donc si ça dysfonctionne, il faut qu'elles puissent en référer à une autorité indépendante qui doit pouvoir contrôler et réprimander les professionnels, les fonctionnaires de police qui prendraient mal les plaintes. Ça veut dire aussi qu'il faut une justice particulièrement formée et dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes et je dirais de manière plus globale à la lutte contre les violences intrafamiliales. Parce qu'il y a aussi toute la problématique des enfants qui est aussi trop peu pris en compte. Ça veut dire aussi que il faut qu'il y ait des accompagnements extrêmement rapides pour les femmes qui libèrent enfin leur parole, pour qu'elles puissent tout de suite être dans un lieu sécure, l'accès au logement et si possible l'éloignement en fait du mari violent. Ça veut dire aussi qu'il faut
qu'elles puissent avoir accès dans chaque territoire de maison globale d'accompagnement aux femmes victimes de violences. Où vous puissiez, par exemple, avant que tous les commissariats soient formés, et de manière sûre et garantie, que vous puissiez tout de suite être accueillis et qu'on vous accompagne pour l'ensemble de vos démarches. Parce que c'est très dur pour une femme qui vient de subir ce choc terrible, ce traumatisme, de faire toutes les démarches qui la concernent. Alors, égalité professionnelle, égalité salariale. Alors, je dirais deux choses. D'abord, dans le prolongement de ce que je pouvais dire sur l'éducation nationale, il y a une nécessité évidemment de former à l'ensemble des métiers et de faire tout un travail de déconstruction des représentations des métiers pour arrêter de croire qu'il y a des métiers spécifiquement dédiés aux hommes et des métiers spécifiquement dédiés aux femmes. Tous les métiers sont mixtes ou ont vocation à être mixtes. Donc ça, c'est un travail en amont qui est important, mais qui nécessite aussi un travail dans les formations auprès des employeurs pour casser tout cela. Et puis, il y a la loi. Aujourd'hui, sur la question de l'égalité salariale, moi, j'ai 50 ans, j'ai l'impression que depuis que je suis engagée en politique, j'entends les formations de gauche promettre l'égalité salariale et que rien ne bouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, on demande aux employeurs de montrer qu'ils vont vers ce chemin. Comme si finalement, ceux qui ont écrit la loi, eux-mêmes se disaient « on va leur promettre cela, mais de toute façon, on ne le mettra jamais en place ». Là, ce que nous proposons, c'est d'inverser la charge de la preuve. Puisque nous savons qu'il y a inégalité salariale de manière flagrante, eh bien, toutes les entreprises seront obligées de verser une prime de 10% à l'ensemble des femmes et les entreprises ne pourront être exonérées de cette prime que s'ils font la démonstration qu'il y a une pleine égalité salariale dans leur entreprise. Et donc forcément, là, ça change. Alors certains me disent « Ah, mais alors les entreprises ne vont pas embaucher de femmes. » Si elles n'osent pas embaucher des femmes, c'est qu'elles se disent qu'elles ne vont pas faire l'égalité salariale. Donc, elles vont embaucher des hommes au même salaire. Ça ne tient pas. Donc, il faut maintenant assumer cette obligation de l'égalité salariale. Mais bien sûr, pour que ça fonctionne également, il faut renforcer les droits des représentants des salariés, les droits syndicaux dans l'entreprise. Donc, toutes les ordonnances Macron, il faut bien évidemment les abroger pour remettre les CHSCT et faire en sorte que les salariés aient un vrai droit de regard sur la réalité de l'égalité salariale dans les entreprises. À côté des débats sur l'égalité salariale, l'égalité professionnelle, moi j'aimerais aussi qu'on parle vraiment de la question des mères isolées. D'abord c'est insupportable, on les appelle les familles monoparentales, donc c'est une espèce de pudeur, alors que dans plus de 85% des cas, c'est des mères seules avec enfants. Et il faut véritablement défendre et accompagner ces mères isolées qui subissent une injustice de dingue, quoi. Parce que d'abord, dans la plupart des cas, elles sont mères isolées parce que le papa ne veut pas assumer ses responsabilités. Et regardez, par exemple, ce que je trouve hallucinant, c'est que quand vous regardez les pensions alimentaires de ces messieurs sont calculées en fonction des revenus de ces messieurs, non pas en fonction des besoins de l'enfant et de la capacité de la maman à y satisfaire. On devrait avoir un système de sécurité sociale, de caisse d'allocation familiale, qui mutualise dans la société cela, et qu'en fonction des besoins de l'enfant, on ait la garantie d'avoir une pension alimentaire qui réponde aux besoins de l'enfant, quels que soient les revenus et les déclarations sur ces revenus du père. Et à ce moment-là, une situation où la collectivité peut venir en substitution si un père est défaillant. Mais là, finalement, le père a toujours des droits, il a le droit de visite, sans avoir un devoir, une obligation de responsabilité dans l'accompagnement à l'éducation de l'enfant. Donc, on voit bien comment, y compris tout notre droit, notre fiscalité, notre droit de la famille, est issu d'une culture très patriarcale, au lieu d'être centré sur l'égalité des droits hommes-femmes et surtout l'intérêt de l'enfant. Et donc finalement, le système de domination patriarcale protège des droits du père à l'encontre des droits de la mère et des droits de l'enfant dans une situation avec une proportion qui est énorme, et tout ça comme si c'était normal. Donc cette violence-là symbolique, qui se traduit de manière très concrète, doit absolument être profondément chamboulée.
Alors déjà, la parité pour moi, elle est essentielle. Je sais que pertinemment dans mon parcours politique propre, ça a joué un rôle déterminant. En 2001, c'est les élections municipales, les premières élections municipales d'application de la loi sur la parité. Et moi, je vois très bien dans mon propre cheminement, j'étais dans l'aile gauche du Parti socialiste à l'époque, et je voyais bien que pour la liste municipale, il y allait avoir une bataille entre les hommes qui allait être terrible, puisqu'aucun ne voulait céder leur place et beaucoup voulaient y accéder. Et que finalement, notre petit courant ne pourrait rentrer dans l'équipe municipale que si c'était une femme qui candidatait. Donc on m'a poussé. Mais moi, spontanément, je pensais que les garçons de mon propre courant étaient bien plus brillants que moi. C'est-à-dire qu'il y a un processus dans la domination patriarcale qui fait que nous-mêmes, les femmes, bien souvent, nous reproduisons, nous intériorisons des rapports de domination. Et nous pensons que les hommes sont bien plus compétents que nous. Et donc moi, la loi sur la parité, ça m'a mis un coup de pied dans le derrière. J'étais obligée d'y aller, avec un terrible sentiment d'illégitimité au départ. Et franchement, quand je regarde mon parcours, eh ben, je suis fière. Et quand je repense par ailleurs à ceux qui étaient, entre guillemets, les chefs à mon époque, et que je voyais bien plus compétents que moi, je me rends compte que j'ai développé des choses bien différentes et que j'étais sans doute bien plus compétente qu'eux. Mais ça met du temps, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est essentiel de continuer cette parité à tous les niveaux. Et c'est pas simplement, comment dire, c'est bien sûr important de basculer vers une 6e République avec des scrutins de liste, parce que c'est dans les scrutins de liste qu'on arrive le mieux à garantir la parité. Et puis pour autant, ça ne suffit pas, parce que vous pouvez avoir des scrutins de liste, et puis quand arrive à un moment donné le conseil municipal pour savoir qui est le maire, c'est le maire, c'est pas la maire, bien souvent. Hein. Donc il y a plein d'autres choses à faire. Mais ça passe aussi par, moi je ne fais pas une seule réunion avec des prises de parole sans alterner homme-femme dans la prise de parole, ou femme-homme. Et s'il n'y a plus de femmes qui veulent prendre la parole, ben on arrête la réunion. Et c'est pas grave. Vous voyez, mais en tous les cas, voilà, on alterne. Et donc c'est aussi des façons comme ça qui permettent de pouvoir vraiment mettre en confiance les femmes. Et aussi faire accepter aux hommes qu'ils doivent ne pas occuper plus de 50% du temps de parole de la réunion. Hein? Donc c'est un double cheminement. Ça veut dire aussi être très préoccupé par développer des pratiques d'éducation populaire dans la façon d'animer les réunions. Je veux dire, de la même manière que quand on parle de la toute petite enfance, dès la petite enfance, on va lutter contre la domination masculine et la violence en travaillant la question du consentement. Ça peut paraître absurde ce que je vous dis. Le consentement sur un bébé, ben si, c'est-à-dire, hein, je vais te changer la couche, je t'explique ce que je fais sur toi. Et je te donne à manger et je t'explique. Et non, je ne veux pas que tu fasses ceci, mais je t'explique. C'est-à-dire toute une éducation qui soit vraiment dans l'échange, dans l'explicitation, et qui en même temps cherche le consentement, c'est-à-dire qui cherche à respecter en permanence l'autre comme personne, et qui permet de construire l'autre comme personne, est essentiel dans la lutte contre les violences par la suite. Eh bien, dans l'espace politique, être sans cesse dans un travail sur l'éducation populaire pour faire en sorte que tout le monde puisse prendre la parole sans qu'il y ait des rapports de domination et être capable de se dire, bah, tiens, faire un débat mouvant où physiquement on se déplace d'une position à une autre et où on permet que tout le monde puisse s'exprimer en limitant le temps de parole à 1 minute, va permettre de lutter contre les rapports de domination qui fait que souvent sur un sujet, il va y avoir que le mâle sachant de 50 ans, souvent blanc, qui va imposer le point de vue. Donc je pense vraiment que l'éducation populaire est étroitement liée à la question de la lutte contre la reproduction, la domination masculine en politique et pour la parité. De la même manière qu'un travail sur l'éducation qui construit le respect de la personne et l'estime de soi est étroitement lié à la lutte pour le respect du consentement et la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors déjà, il faut arrêter de mettre les associations en situation de concurrence. On les somme de remplir des appels à projets. Donc au lieu de soutenir les associations en respectant la loi 1901, c'est-à-dire la liberté associative, on leur somme de répondre à une commande publique. Comme finalement on les reléguait dans un rôle de délégation de service public.
Donc il y a un vrai problème. Dans notre démocratie, la question associative est un des piliers fondamentaux. Et pour respecter ces libertés, il faut sortir de ces appels à projets et avoir des financements de triennaux par convention. Et qui permet que les associations, pendant 3 ans, elles ne perdent pas leur temps à monter des projets de papier. C'est-à-dire qu'elles réalisent vraiment leurs vrais projets. Hein. Donc elles arrêtent de monter des projets de papier, des demandes de subventions, à courir à droite à gauche, à surtout épouser la novlangue du pouvoir pour pouvoir avoir 3 francs 6 sous. Donc ça, c'est valable pour toutes les associations. Mais ça veut dire aussi que quand on dit 1 milliard par an contre les violences faites aux femmes, il va falloir que les associations féministes qui jouent un rôle énorme dans la bataille culturelle, eh bien, aient des financements pérennes par convention triennale, leur permettant de développer leur projet sur l'ensemble des territoires et sur l'ensemble des champs. Il y a un ministère de l'égalité femmes-hommes s'adosse vraiment à une logique où le mouvement associatif, dans le respect de sa liberté, doit être réellement soutenu pour pouvoir mener toutes les actions contribuant à l'émancipation des femmes. Parce qu'on parle beaucoup des violences faites aux femmes, mais il y a la question de l'égalité salariale, il y a plein d'autres sujets qui sont des sujets féministes, il y a des solidarités internationales à mettre en place entre les femmes. Donc il y a aussi toute une visibilité de ce travail-là qui est essentielle.